Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui à l'émission, nous discutons avec Philippe Lorange, doctorant à l'Université Paris-Sorbonne, du rapport sur l'audiovisuel français qui fait polémique dans ce pays, en France. Mais avant, l'entrepreneuriat canadien est en crise silencieuse, on pourrait dire. En 25 ans, la part des travailleurs indépendants a chuté d'un tiers au Québec. Moins d'entrepreneurs, c'est moins d'emplois, moins d'innovation, moins de richesse collective. Mais quelles sont les vraies causes de ce déclin et surtout, comment l'inverser? Pour en parler, nous recevons Emmanuelle B. Faubert, économiste à l'Institut économique de Montréal. Madame Faubert, bonjour et re-bienvenue à l'émission. Bonjour. Sur l'émission. Un plaisir. Les chiffres sont frappants. Là, si je ne me trompe pas, le nombre d'entrepreneurs avec employés, donc on ne parle pas de travail indépendant, aurait chuté de 37% en 20 ans. Est-ce qu'on mesure bien l'ampleur du problème? Est-ce que ça veut dire quelque chose, en gros, le chiffre? Là, c'est ce que j'essaie de dire ici. Oui, donc dans le fond, ce qu'on regarde, c'est que l'entrepreneuriat peut prendre plusieurs formes et quand regarder les travailleurs autonomes, c'est une bonne façon de voir essentiellement les gens qui se lancent en affaires. Et quand on parle des gens qui se lancent donc on parle des gens travailleurs autonomes qui ont des employés. Donc ça veut dire, on parle pas juste par exemple d'un comptable qui serait incorporé, mais on parle de bien des entreprises qui sont créées, parce qu'ils emploient des employés. Et ça, c'est une bonne mesure de l'entrepreneuriat parce qu'on parle ici de création d'entreprises et on parle ici de mécanismes qui génèrent la croissance. Tout à fait. Ça génère la croissance. Quelle est la différence en termes d'apport économique, j'allais dire collectif, et ici, là, j'essaie de trouver les bons mots, mais de quelqu'un qui décide de se lancer dans une carrière, j'allais dire typique, où, il rentre dans le monde corporatif, gravit les échelons X, Y, Z, et de deux, se lance en affaires avec tous les risques que ça implique, et Non, oui. potentiellement réussit à créer des emplois. Est-ce qu'on peut comparer les deux, ou c'est simplement deux façons de faire différentes? Ce sont deux façons de faire différentes parce qu'on s'entend que les emplois réguliers, c'est aussi très important. Ça génère aussi de la croissance, ça génère de la production. Mais ce qui est différent aussi, c'est que avec l'entrepreneuriat, effectivement, il y a beaucoup plus de risques qui est associé à ça, mais avec l'entrepreneuriat, on associe beaucoup ça à l'innovation. L'innovation, dans le fond, la création de nouvelles idées qui peuvent, si ça fonctionne, dans le futur, générer des nouvelles façons, des nouvelles méthodes de générer de la croissance plutôt que des emplois traditionnels. Est-ce que le phénomène est proprement québécois ou même canadien, ou est-ce qu'on voit un peu la même chose partout dans le monde, ou du moins en Occident? Je dirais canadien, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on a au Canada, on a un environnement fiscal et bureaucratique qui n'incite pas vraiment à l'innovation. On a une structure administrative qui encourage les entrepreneurs et les entreprises à se concentrer sur comment obtenir des subventions ou des fonds du gouvernement plutôt que de se concentrer sur l'innovation et la croissance. Mais quelle est la solution, donc? C'est que quand le gouvernement intervient trop justement dans cette sphère-là, ça fait en sorte que ça crée des industries, des industries qui sont instables et ça crée un cercle vicieux et qui dépendent du gouvernement pour rester stables. Donc là, la solution, ce serait vraiment de faire un pas en arrière et le gouvernement prenne moins de place dans ça, enlever les subventions pour laisser le marché et laisser les entreprises et l'entrepreneuriat croître de façon naturelle. Laisser les subventions, est-ce qu'on ne devrait pas aussi, ou peut-être, ou au lieu, diminuer le Laisser taux de d'imposition? côté. Laisser de côté les subventions et aussi, effectivement, diminuer les taux d'imposition, effectivement. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait un peu le bâton et la carotte. D'un côté, on est dans un environnement avec un fardeau fiscal très élevé, très lourd, autant pour les individus que les entreprises. Et ça affecte énormément l'accumulation de capital. L'accumulation de capital qui est très importante pour l'entrepreneuriat. Et aussi, donc, d'un côté, on vient pénaliser les entreprises qui sont résilientes et qui sont en mesure d'avoir des profits, de croître naturellement, au profit d'essayer de donner des avantages à des industries puis des entreprises qui seraient pas aussi résilientes et qui seraient plutôt chambranlantes et qui nécessitent l'intervention du gouvernement pour survivre. Donc, ce serait en fait les deux ensemble. Laisser de côté les subventions et baisser les impôts et les taxes afin de créer un environnement plus propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation.
Là, j'y vais de preuves anecdotiques, là, donc c'est pas nécessairement des preuves objectives, là, mais je connais des gens qui se sont lancés en affaires. Je travaille comme travailleur autonome moi-même. J'ai jamais entendu quelqu'un, avant de se lancer, du moins, là, dire je me lancerai pas en affaires parce que le taux d'imposition est trop élevé. Après, il le dit, une fois qu'il paye les impôts, par contre, une fois que on doit payer des impôts sur les bénéfices de l'entreprise, ensuite sur son salaire, bien sûr, quand on se verse un salaire, là, il y a souvent de questions fiscales à se poser, mais à ce que je sache, basé sur les anecdotes que j'ai entendues à gauche et à droite, il y a jamais personne qui ne s'est pas lancé en affaires à cause du taux d'imposition. Après, bien sûr, ils s'en sont, ils l'ont senti, mais ça me semble pas être un effet dissuadeur sur à savoir que quelqu'un va se lancer en affaires, donc seul avec les risques que ça implique, ou simplement avoir une carrière plus traditionnelle, si je peux dire. Peut-être, mais ce qu'on voit plutôt, c'est que ça affecte en fait les taux de réussite, tout simplement parce que une entreprise peut être créée, effectivement, mais dès qu'une entreprise veut croître, ça devient assez compliqué. Ça devient beaucoup plus difficile lorsqu'une compagnie surpasse les 500 000 $ de revenus imposables, ce qui peut sembler beaucoup pour un individu, mais pour une entreprise, c'est pas tant que ça. Le taux d'imposition plus que double, essentiellement. Donc, ça vient... Les gens vont peut-être pas changer leur décision de se lancer en affaires, mais ça vient affecter la réussite aussi parce que ça affecte aussi les investisseurs. Faut pas oublier que la majorité des grandes compagnies de ce monde, on parle de tout ça, Google, Meta, Apple, toutes ces entreprises-là ont commencé petites, bien d'entre elles ont commencé dans un garage. Et pour croître, ces entreprises-là ont souvent besoin d'investisseurs externes qui croient en leurs produits. Et quand on a un environnement fiscal et entrepreneurial qui est complexe et très lourd, ça vient nuire au flot de ce capital-là, d'investissement-là, et ça devient beaucoup plus difficile pour les entrepreneurs d'obtenir le capital autant de leur poche parce qu'ils sont imposés. C'est difficile d'accumuler les fonds initiaux nécessaires, mais aussi pour aller chercher de l'investissement externe. Est-ce que ça freine, je comprends bien, ça freine les investisseurs. Est-ce que les investisseurs, là, c'est très hypothétique ce que je vous pose comme question, mais regardent les régions fiscalement parlant, les zones, si on peut dire, et se disent je vais pas investir dans tel ou tel pays ou telle ou telle province, peut-être même à cause que la lourdeur fiscale et peut-être même en plus, comme on en a parlé, la réglementation fait que même si l'entreprise aurait un certain succès, on va tellement se faire imposer, on va avoir tellement de réglementation à gérer que ça ne vaudra pas la peine même de réussir dans ces pays-là. Ou dans ces régions-là. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que, on a parlé des entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs, en fait, c'est investir dans des startups, c'est extrêmement risqué. Il ne faut pas oublier que la majorité des petites et moyennes, des startups vont échouer en dedans de 5 ans. Donc, c'est sûr que là, si on vient imposer davantage, entre autres, justement, les gains en capitaux, ça, c'est quand les investisseurs vont investir dans une entreprise et après ça, ils vont vendre leur part pour aller investir dans une autre entreprise. Quand on augmente ces impôts-là et qu'on vient réduire la chance de succès des entreprises émergentes, c'est sûr que les investisseurs vont plutôt être intéressés à investir dans des endroits, donc que ce soit géographique ou dépendant justement du système fiscal, des endroits où les risques vont être potentiellement diminués dans le sens que les risques sont toujours élevés un peu partout, mais ils vont être plus intéressés à investir dans des endroits où le retour sera plus grand. Donc, c'est certain que ça a un impact. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre, un pays ou un État ou une province là, qui aurait optimisé tout ça? Malheureusement, je n'ai pas un exemple de pays spécifique en tête, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont fiscalement plus intéressantes, mais aussi au niveau de la structure bureaucratique. Il y en a plein qui sont plus intéressants que le Canada. C'est pas pour rien qu'au Canada, on a déjà de la difficulté à tirer l'investissement. Et quand on vient compliquer tout l'environnement fiscal et réglementaire, ça aide pas les choses. Tout à fait. Apparemment, le nombre, je me fie aux notes que vous m'avez envoyées, le nombre d'heures totales passées sur la conformité a été estimé à 768 millions d'heures annuellement. Ça, j'imagine, c'est au Canada en entier? Oui. Et là, donc, vous parlez de... ça... Allez-y. Donc, essentiellement, ça, c'est tout le temps qui est passé juste à faire de la paperasse, à s'assurer que les entreprises sont conformes aux restrictions du gouvernement. Et ça, c'est du temps qui n'est pas passé
à innover, à investir dans l'entreprise, dans le retour dans l'entreprise. C'est beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent qui est passé juste pour s'assurer qu'on respecte toute la réglementation. Mais, quel impact ça a, ça, sur l'économie en entier, mais sur les entreprises comme telles? Est-ce que c'est vraiment un frein? Ça semble énorme, là. 768 millions d'heures passées par année que pour gérer la conformité, ça me semble absolument énorme. Oui, effectivement, ça a un impact. Tout simplement, ça diminue la probabilité de rentabilité des entreprises, tout simplement. Puis c'est parce que on parle de 768 millions d'heures par an, mais ça, c'est l'équivalent de près de 400 000 emplois à temps plein. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'heures, de temps, de main-d'œuvre qui est mis juste pour respecter la conformité. Et ça, c'est du temps qui n'est pas passé à la production, à l'innovation, à la recherche, tout ça, à la croissance. Oui, tout à fait. Quel est le juste milieu? Je veux dire, on ne peut pas ne pas avoir de réglementation, toute évidence, mais en même temps, il y a quelque chose comme trop. Il y a trop. J'imagine qu'on peut dire relativement objectivement qu'il y a trop de réglementation, mais en même temps, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, qu'est-ce qui est juste la bonne quantité, si je peux dire, en termes de réglementation? Alors, comment on fait pour savoir ces choses-là? Mais dans le sens qu'un des meilleurs moyens, c'est d'essayer de se lancer en affaires. Quand on se lance en affaires, on est confronté directement à toutes ces réglementations-là. Mais c'est certain qu'il y en a qui sont en place pour protéger la population, les consommateurs. Mm-hmm. Et il y a un certain niveau qui est quand même important, c'est le gouvernement, son rôle principal est là pour servir la population. Mais quand la réglementation est telle que ça freine les entreprises qui seraient bénéfiques pour la population, c'est là qu'on voit qu'il y a un gros problème. Et c'est ce qu'on constate en ce moment. Vous dites aussi que le secteur public attire de plus en plus de talents avec des avantages sociaux et une sécurité d'emploi quand même supérieure à la moyenne, je pense qu'on peut dire. En quoi est-ce que l'attractivité, j'utilise un mot très à la mode aujourd'hui, là, du secteur public, là, essentiellement devenir un fonctionnaire pour l'État au Québec et au Canada, peut devenir un problème qu'on pourrait dire structurel pour l'économie? Donc, il ne faut pas oublier que la taille de l'État a énormément augmenté avec les années, les décennies. Et quand on parle d'augmenter, on parle de multiplication des programmes, multiplication des bureaux, multiplication des organismes, ce qui fait en sorte qu'on a une machine bureaucratique de plus en plus grande. Et plus cette machine bureaucratique-là grandit, plus elle coûte cher à gérer elle-même. Et donc, ça fait en sorte qu'on a besoin de plus en plus de gens pour gérer toute cette machine-là. Donc, essentiellement, on est rendu à un point où on engage des gestionnaires pour gérer d'autres gestionnaires. Et ça, c'est de l'argent qui va ni à la croissance, ni à la production, ni à l'innovation, ni à la recherche. C'est vraiment de l'argent qui est dépensé juste pour gérer la machine qui est rendue gargantuesque. Et donc, c'est vraiment, on voit le fait que le secteur public, on s'entend qu'on ne parle pas de tous les emplois du secteur public. On s'entend qu'on a besoin, par exemple, de personnel médical, on a besoin de personnes de col bleu, on a besoin d'énormément de personnes. Ça, c'est pas de ça qu'on parle. On parle plus des cadres et des gestionnaires. Et c'est là qu'est la problématique. Et donc, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés, et c'est normal parce qu'on a une garantie d'emploi, c'est un emploi qui est beaucoup moins risqué, mais ça fait en sorte que c'est beaucoup d'argent qui est consacré à un maintien d'une machine bureaucratique qui est très énergivore en termes de talent, en termes de temps, en termes d'argent. Ben, je vous écoute, là, puis je pense à haute voix ici, mais je vous soumets la thèse suivante. Est-ce qu'on crée notre propre pénurie de main-d'œuvre? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez dit qu'il y a à peu près 400 000 emplois qui découlent essentiellement juste de la gestion de la réglementation au Canada. J'ai envie de dire, on pourrait couper ça de moitié et se trouver 200 000 personnes qui pourraient travailler ailleurs soudainement. Et le public semble aspirer un pourcentage significatif, disons, de la main-d'œuvre aussi pour, en gros, gérer des gestionnaires qui sont gérés, eux, par des comités X, Y et Z. Là, je simplifie un peu, mais en gros, on est en train de d'enlever une partie significative du nombre de personnes qui pourraient contribuer de façon plus productive, disons, à l'économie. Et donc, on crée notre propre pénurie de main-d'œuvre, ou du moins partiellement? C'est certain que ça contribue. Pour donner un exemple un peu anecdotique, si vous vous souvenez de Northvolt et on parlait d'une construction d'usines pour des batteries pour des véhicules électriques, qui finalement s'est avéré un flop monumental, eh bien, l'idée, c'est qu'il fallait construire ces usines-là. Et là, bien sûr, ça allait créer des dizaines, des milliers d'emplois pour construire ces usines-là. Mais simultanément,
on a besoin de construction, on a des problèmes de logement, on a besoin des gens qui vont construire des logements pour la population. Donc, pendant qu'il y a autant de ressources et de main-d'œuvre qui étaient dédiées à la construction, qui étaient vouées à la construction de ces usines-là, qui finalement s'avèrent complètement inutiles, c'est du talent qui est détourné de la construction de logements, qui, elle, est beaucoup plus productive et essentielle pour la population. Donc ça, c'est anecdotique, mais c'est un peu un exemple concret de comment ça peut vraiment affecter la population dans son ensemble. Oui, il nous reste 50 secondes, mais en gros, je vais poursuivre ma réflexion. Le problème n'est pas de créer des emplois, parce que de toute façon, on n'a pas les gens pour les remplir, mais le problème est de upskiller, comme je pourrais dire en français, là, de s'assurer de fournir la formation nécessaire pour augmenter la productivité, mais pas tellement de créer de nouveaux emplois. Il nous reste 30 secondes. Mais effectivement, parce que l'entrepreneuriat en soi, l'innovation, la recherche, ça crée des emplois. Donc, on freine ce mécanisme-là qui fonctionne de façon naturelle et organique. On vient freiner à la création d'emplois utiles et plus productifs. Emploi utile, c'est bon ça. Oui. Emmanuelle B. Faubert, économiste à l'Institut économique de Montréal, un grand merci. Merci à vous, bonne journée. Restez avec nous, après la pause, on discute avec Philippe Lorange du rapport sur l'audiovisuel qui fait polémique en France.